Bienvenue dans ce nouveau podcast dans lequel on aborde le football sous toutes ses formes. Cette semaine, on rejoint la capitale, pas n'importe laquelle, la capitale de la Belgique, mais aussi celle de l'Europe. Nous allons aborder le football à Bruxelles. Bien que le football ait toujours fait partie prenante de la capitale belge, les résultats étaient moins probants ces dernières années. Anderlecht, seul club bruxellois représenté dans l'élite du football belge sans interruption depuis 1935, a connu un peu plus de difficultés. Avec l'Union Saint-Gilloise, de retour en première division cette saison, deux clubs bruxellois font désormais partie de l'élite du football belge. L'Union ayant fini premier et Anderlecht troisième de la phase classique, les deux clubs sont aussi en Play-off 1. C'est la première fois qu'il y a deux clubs bruxellois à ce niveau. Le troisième club de Bruxelles, le RODM, a lui failli monter en D1A en finissant deuxième de D1B et en accédant au barrage face à Seraing. Mais il faudra attendre encore un peu avant de revoir trois clubs bruxellois en D1A puisqu'ils ont perdu cette double confrontation face aux Cérésiens. Enfin, Anderlecht était même proche de remporter la Coupe de Belgique face à la Gantoise. Une année donc remplie de bons résultats à Bruxelles, mais il n'y a encore rien à fêter jusqu'ici. Pour en discuter, nous recevons aujourd'hui Romain van der Pleun, spécialiste d'Anderlecht à la DHT Sport. Bonjour Romain. Bonjour. Jules Meunier, rédacteur pour Sport Foot Mag sur les sujets de l'Union. Bonjour. Et Sébastien Ferrante qui a suivi l'Union pour la DH Les Sports et qui suit maintenant le REDM et le sport régional pour la capitale. Hello. Alors on va commencer par comprendre et faire un petit peu d'histoire. Anderlecht, comme je le disais en préambule, est dans l'élite du football belge depuis 1935, c'est-à-dire presque 87 ans, avec au total 91 saisons dans l'élite. C'est la quatrième équipe belge et la première équipe bruxelloise qui a connu le plus de saisons à ce niveau. La plus victorieuse, puisqu'Anderlecht a gagné 34 titres de champion, dont le dernier en 2017. Romain, toi qui suis Anderlecht, comment le club a su assurer cette pérennité au sein de l'élite depuis si longtemps et avec tant de succès ? C'est un club qui était parmi les plus riches de l'élite depuis des années. C'est un vrai club de tradition. Il y avait cette famille, la famille Van den Stock, qui a longtemps soutenu ce club et qui a longtemps été à sa tête et qui a réussi à chaque année à insuffler de l'argent via du sponsoring, via toutes les rentrées financières possibles, via des gros transferts également. Et cette famille a vraiment duré pendant des décennies à Anderlecht. Et ça explique ces nombreux titres. Je ne sais même pas dire combien de titres ils ont connu, la famille Van den Stock, mais à mon avis, on va avoir une bonne quinzaine facilement. Donc que ce soit Constant, le papa, ou Roger, son fils, qui est retraité à Anderlecht ici depuis plus ou moins 5 ans. Ici, depuis 2017, donc, il y a eu un peu plus de bas que de haut. Pourtant, on était plus habitué au haut par le passé. Le dernier titre est donc cette année-là, en 2017, mais avec le rachat de Mark Cook et l'arrivée ensuite de Wouter van den Hout, il y a eu beaucoup de changements. Est-ce que tu saurais en parler ? Oui, bien sûr. En fait, à partir donc, le dernier titre s'est fait encore sous le règne de Van den Stock, avec les joueurs comme on se souvient, Théodore Chicani, etc. C'était encore la dernière belle génération anderlechtoise au niveau footballistique. Et après, il y a eu ce rachat par Mark Cook, rachat parfois un peu, je ne vais pas dire surprise, mais qui est sorti un peu nulle part, parce qu'on a entendu plein de rumeurs, que ce soit des investisseurs russes ou même, si je ne dis pas de bêtises, le patron d'Antwerp, Geysens, qui était aussi un des candidats principaux. Et finalement, Mark Cook est arrivé avec son expérience propre. Il n'a pas directement saisi ce qu'était Anderlecht, ce qu'était cette institution. Il a mis à la tête du management sportif Luc de Roux, qui a fait pas mal de mauvais transferts. Cook est entre guillemets aussi responsable de ces mauvais transferts parce qu'il a poussé, il a mal négocié, il a parfois lâché trop d'argent. Je prends l'exemple de Bouba Sané qui a coûté 8 millions et qui est parti sur une rupture de contrat il y a peu de temps et qui a coûté beaucoup d'argent encore à Anderlecht. Et donc ce mauvais management de la nouvelle direction est en partie responsable des grosses dettes d'Anderlecht, parce qu'Anderlecht perd maintenant entre 35 et 29 millions par an sur les 2 dernières saisons, si je ne dis pas de bêtises, ou 36 et 29, je n'ai pas les chiffres précis en tête. Et Anderlecht, depuis lors, doit maintenant faire des économies et donc n'a pas pu racheter des joueurs aussi chers que par le passé. Et la concurrence, à contrario, a pu se renforcer. Et donc l'écart s'est creusé principalement avec Bruges, même avec Genk, avec l'Antwerp, qui sont des clubs qui ont plus d'argent qu'Anderlecht maintenant. Et Anderlecht, si on pense au côté juste financier, est devenu un club du subtop en Belgique. Et ça explique en fait pourquoi cette équipe n'a plus su gagner de titres depuis maintenant 5 bonnes années, 5 ans tout pile en fait. Et donc c'est pour ça aussi que voilà, je ne vais pas parler d'équipe en reconstruction parce qu'ils ont déjà passé ce cap-là, mais ces 2 dernières saisons, on pouvait vraiment parler de ça parce qu'ils n'ont quasi pas pu transférer, parce qu'il n'y avait pas de budget, et que leur principal objectif, c'est d'avoir des finances saines et de pouvoir continuer à aller de l'avant et ne pas être faillite. Et d'ailleurs, on parlait
du rachat pas du rachat par Waterrenew, mais la prise de fonction de Waterrenew comme président. C'est aussi un choix de Mark Cook qui, lui, a décidé de réinvestir beaucoup d'argent. Il a apuré des dettes et il a remis du capital frais dans Anderlecht et a changé complètement le management pour relancer le club avec à la tête du club Wouter van den Noot, donc mania des médias et du cyclisme, qui était déjà aux côtés de Cook comme je suis appelé exactement comme conseiller indépendant, si j'ai bonne mémoire, je ne sais plus si son rôle est exactement ça, et il a mis à la tête du club pour l'opérationnel et le sportif Peter Verbeek, qui a été recruté à Gand. Ça, c'est le nouveau management qui doit donner un nouveau souffle à Anderlecht, mais ils sont encore loin du statut qu'ils avaient il y a 10 ans de cela. Et du coup, on va passer aussi à l'Union qui réalise une belle success story. Elle a permis de connaître un peu l'équipe. Évoluant par Guden, on parle beaucoup plus de l'Union dans les médias. Mais on va revenir sur leur histoire pour situer le club. Malgré 48 ans d'absence dans l'élite, donc le club est tout de même le 11e à avoir passé le plus de temps, le plus d'années au plus haut niveau avec 59 saisons. 59 saisons et 10 titres, ce qui fait quand même du club le 3e le plus titré de Belgique. Mais le dernier titre remonte à 1935. À l'époque, Anderlecht n'avait même pas encore gagné son premier titre, c'est dire. Jules, toi qui suis le club depuis une dizaine d'années, comment expliques-tu ce retour ? Il y a plusieurs facteurs qui l'expliquent, mais je pense que c'est avant tout le retour de propriétaires avec des reins financiers solides. Donc là, pour l'instant, c'est Tony Bloom qui est propriétaire de l'Union, qui est également propriétaire du club de Brighton, club de Premier League. Avant ça, il y a eu Jürgen Batsch, un propriétaire allemand, qui avait déjà commencé, je pense, à insuffler un certain retour du professionnalisme dans le club. L'Union en 2013, je pense, était à un match de descendre en promotion, donc l'équivalent de la 4e division. Ils se sont sauvés lors de ce match-là. Ça, c'était à l'époque Jürgen Batsch. Et arrive par la suite une progression qui s'est faite, je pense, pas à pas, jusqu'à 2018, et donc l'arrivée de Tony Bloom et donc des Anglais en règle générale. Donc, le président actuel, c'est Alex Musio, qui est aussi un Anglais, qui est un proche de Bloom. Et après 2 saisons en division 1B, sans pouvoir parvenir à remonter en D1A, ils y sont parvenus donc l'année passée. Et puis là, on a une fabuleuse histoire qui est en cours là pour l'instant, avec le gain de la phase classique et les playoffs qui arrivent maintenant. Et qui sait ce qu'il y aura au bout. Et toi aussi, Sébastien, tu as suivi l'Union depuis quelques années. Depuis la remontée ici cette année, comme le disait Jules, il y a une success story, un peu comment on le vit ici du côté de Saint-Gilles ou au Forêt, puisque c'est là que se trouve le stade aussi. Ils le vivent très bien forcément, parce que personne ne s'attendait à ce qu'ils éclatent comme ça. En fait, l'année passée, c'était une saison passée au sommet de la DRB, mais il n'y avait pas vraiment de concurrence quand on voyait les renforts qui étaient arrivés. Felice Mazou savait où il arrivait, hein. Il ne venait pas là-bas en se disant qu'il allait 2e ou 3e, il venait pour être champion. Donc ça, c'était déjà une des conditions, c'est qu'il venait pour être champion. Il avait signé pour 1 an, il avait reçu de l'argent pour financer ses transferts, il y avait tout ça autour, et la condition c'était qu'il remporte le championnat. Donc il a remporté. Cette année, ils n'ont pas fait de folie, ils ont su conserver leurs meilleurs joueurs, ce qui est très bien. Ils ont pu consolider sur ce qu'ils avaient déjà actuellement. Donc au lieu de vendre un Casper Nielsen parce qu'il était déjà en plein boom l'année passée, ils l'ont conservé, ils ont rajouté 2-3 pièces à droite à gauche pour consolider le tout. Et je pense que le fait d'avoir cette ligne directrice, de pouvoir garder cette même continuité, a permis justement à l'Union de rester cette année au sommet comme l'année dernière. Je pense que c'est vraiment un facteur clé. Je ne sais pas si tu te souviens, Sébastien, on s'était vu lors du premier match de la saison à Anderlecht, où l'Union était allée gagner Anderlecht. Sur le 11 aligné, je pense qu'il n'y avait que des joueurs qui étaient déjà là l'année d'avant, ou à peu de choses près. Si, exactement. Je pense que les 11 étaient déjà là en D1B. Donc c'est quand même, ça montre qu'il y a vraiment une continuité entre les 2 saisons et que les résultats obtenus en D1B se sont confirmés en D1A, même au-delà de toutes les espérances. Je pense même que ça va peut-être trop vite pour tout le monde, que ce soit les supporters, les dirigeants, les joueurs. J'ai pas l'impression que... je ne sais pas si le club est réellement prêt à ça. Mais tant mieux. Hein. Oui, non, c'est très bien. Oui, bien sûr. La figure l'année prochaine. Autant embrayer directement là-dessus, quitte à là-bas. L'année prochaine, je ne pense pas que l'Union pourra suivre la cadence éternellement.
parce que on le sait tous qu'il y a des joueurs qui vont partir. Donc il y a déjà Denis Undav qui part à Brighton. Probablement Casper Nielsen va partir. Il y a des joueurs en prêt qui vont retourner à Brighton. On parle de Mitoma aussi. Donc je pense que si l'Union doit être championne, ce sera cette année. C'est une occasion unique, clairement. Ça ne va pas se représenter. On reviendra sur les résultats actuels après, mais pour terminer, on va présenter le troisième et dernier club qui fait aussi un peu de bruit cette année, c'est le REDM. Le REDM n'est pas en première division, toujours en deuxième division. Et il a une histoire plus complexe, issue d'une fusion entre deux clubs importants, le Daring et le Racing White de l'époque. Mais le club n'existe sous cette appellation officielle REDM que depuis 1973 et il a connu 24 années dans l'élite, avec un seul titre en 1975. Le club disparaît ensuite en 2002 à cause d'une faillite et il renaît miraculeusement en 2015 avec un tout nouveau matricule grâce à un enchaînement de bons résultats. Le club se retrouve en D1B après 5 saisons et proche de retrouver le haut niveau. Sébastien, comment tu t'expliques ce retour si rapide du REDM ? Bon, l'histoire du REDM et des problèmes financiers, c'est un peu leur histoire propre. Il y a eu beaucoup de problèmes financiers durant pratiquement un siècle, enfin maintenant ça fait plus d'un siècle, avec plusieurs rachats de matricules, plusieurs fusions, etc. Le club a été racheté plusieurs fois par des investisseurs, dont le dernier Thierry Dailly. Thierry Dailly qui a repris le club en 2014-2015 pour justement faire renaître de ses cendres le REDM, le club de son cœur. Donc il s'est associé avec d'autres investisseurs pour faire progresser le club. Ils avaient racheté le matricule de Wetteren, si je me rappelle bien, dans les divisions inférieures. Ils sont montés dans les divisions nationales de D3 amateur, en D2 amateur, en D1 amateur, jusqu'en D1B. Ils sont parvenus en D1B un peu par hasard parce que quand ils étaient en D1 amateur, ils ont profité d'un problème de licence de je ne sais plus quel club pour gratter la place, puisqu'ils avaient la licence pour la D1B. Et donc ils se sont retrouvés là un peu par hasard, un peu trop tôt, un peu trop vite, je pense, parce que sur le terrain c'était pas top. Il fallait bâtir une équipe capable de rivaliser avec des clubs solides, hein, comme l'Union l'année passée, des clubs comme Danes, etc., qui avaient mis du pognon, hein, il n'y a pas de secret. Et puis en faisant les bons choix, en se rapprochant de bonnes personnes, notamment je parle de Julien Gorius qui est devenu maintenant le directeur sportif, qui fait du très bon boulot, le REDM a su remonter la pente et cette saison, on va dire un peu par hasard, parce que je pense encore que c'est un peu le hasard qui a fait les choses, ou en tout cas des clubs qui sont tirés des balles dans le pied comme Wasman ou comme Lommel, qu'on attendait beaucoup plus haut et qui se sont cassés la figure cette saison. Le REDM a pu profiter de leur faux pas pour se montrer candidat à la deuxième place, parce qu'on voyait dès le départ que Westerlo allait faire cavalier seul, comme l'a fait l'Union l'année passée en fait. On s'est rendu compte très très vite que le championnat était un peu faussé. Et donc la réelle opportunité de monter, c'était cette deuxième place. Comme je disais, pour avoir été souvent là quand j'étais gamin, et on a tous grandi dans cette fin des années 90 où Molenbeek était quand même un club assez correct de l'élite. Et en fait, cette faillite a fait, je pense, beaucoup de mal à des amateurs de football, et surtout qu'ils sont revenus sous un autre nom, avec ce nom de Brussels, qui ne signifiait plus grand-chose dans l'histoire du football belge. En plus, c'était avec l'époque Johan Vermeersch, avec quand même pas mal de soucis, un personnage un petit peu, je veux dire, étrange à la tête du club. Borderline sur certains moments, et je suis gentil, je pense en disant le terme borderline, mais voilà, c'est ça et le REDM, dis-moi si j'ai tort, a réussi à recréer cette image de Bruxelles, d'authenticité qu'ils avaient avant, qu'ils ont perdu en fait pendant les années 2000. Oui, ils l'ont retrouvé grâce au travail de Thierry Dailly, qui est lui-même un réel amoureux du club. Et un Molenbeekois. Et un Molenbeekois, voilà, exactement. Et donc du coup, le fait d'avoir cette identité molenbeekoise, ces origines-là ancrées à Molenbeek, on fait que les gens ont pu s'identifier au club. On va passer maintenant à la deuxième partie, c'est un peu expliquer le succès actuel. Alors justement, maintenant, comme vous le disiez, on retrouve donc surtout l'Union Anderlecht qui eux ont leur place en Division 1 et ça chamboule un peu l'organigramme qu'on a pu voir avant, parce que du coup Anderlecht n'est peut-être plus le premier club bruxellois, il partage la part du gâteau avec l'Union. Du côté de l'Union, on a un peu abordé le sujet, à qui on doit exactement
cette bonne saison? Je crois que c'est difficile de pointer une personne en particulier. Il y a évidemment le travail de Matsu qui est forcément très important. Et puis je pense qu'il y a aussi un recrutement qui a été fait dans la continuité, dans la durée, et qui a très bien marché. Ça, c'est deux facteurs hyper importants. Et puis il y a évidemment l'aspect financier, le fait que l'Union est solide financièrement et peut offrir des contrats très valables à des joueurs, un pouvoir attractif grâce à cela, et aussi profite de la collaboration avec Brighton, vu qu'il y a plusieurs joueurs qui sont prêtés par Brighton qui évoluent maintenant à l'Union. Parce qu'un vrai petit club, comme on a cette image encore de l'Union, petit club, etc., un vrai petit club, Perundav et Vanzer, en janvier, c'est quasi assuré. Un promu qui réussit à faire de tels résultats, il perd au moins 2 joueurs clés directement, et il en perd déjà en fait quand il passe de D1B à D1A, c'est quasi assuré. Et l'argent et aussi ce pouvoir d'attraction dont parlait Jules, ça aide l'Union. C'est pas un promu normal en fait, c'est ça qu'il faut se dire. Bien sûr. Puis il y a des exemples qui commencent à remonter un peu, mais je pense au Lirs qui avait été champion, qui avait été dépouillé par la suite, Moucron qui avait été en tête très longtemps, là c'est le coach même qui était parti rejoindre l'équipe nationale, ce qui est assez aberrant quand on y repense. Là l'Union n'a perdu personne et je pense que une grande partie des acteurs principaux risquent d'être sollicités, mais je ne suis pas certain qu'ils partiront tous. Et je pense que le titre, s'il advenait, pourrait potentiellement tout changer. Parce que les rentrées financières de la Ligue des Champions, et au-delà des rentrées financières, l'attractivité que l'Union pourrait conserver. Ce qui fait que tous ces joueurs sont restés. Bon, effectivement, il y a le fait que l'Union peut se permettre de garder ces joueurs-là financièrement, mais il y a aussi le fait de vouloir écrire l'histoire du club, une nouvelle page encore, après celle de l'année dernière. Ils veulent l'écrire tous ensemble. Et c'est comme une famille qui veut réaliser certains objectifs ensemble. Et peut-être, comme tu dis, le prochain, s'il gagne le titre, ce serait la Ligue des Champions, parce que disputer une Ligue des Champions, pour ces joueurs-là, parce que pratiquement tous sont des revanchards, forcément, c'est quelque chose de très fort et de très particulier pour eux. Je pose la question, vous êtes plus suiveur de l'Union que moi. Quel joueur de l'Union actuelle via un transfert, aller jouer à la Champions League? J'en vois pas. Peut-être Rundav encore et en Nielsen. Il a déjà 28 ans, est-ce qu'un club va... Non, donc c'est vrai que c'est une chance unique. Ouais. Ça dépend, jouer la Champions League, ça dépend à quel club on pense. Quoi. Ouais. Via les clubs des grands championnats, non, je pense pas. Est-ce que l'un d'eux pourrait aller jouer la Champions League, je ne sais pas. J'aurais pensé plutôt à un club russe, mais on sait que non, là pour l'instant c'est pas trop le moment, mais non, effectivement, je pense pas. Après, est-ce qu'un joueur préfère jouer la Champions League avec l'Union ou jouer en Première Ligue ou en Bundesliga toute la saison? C'est un choix à faire, c'est un choix à poser. Ouais. Et ici, du côté d'Anderlecht, il y a d'autres enjeux. On ne parle pas de Ligue des Champions, là c'est plutôt, malgré la bonne saison, c'est plus aller chercher absolument cette 3e place, qui voudrait surtout dire ne pas être 4e, ne pas allonger la saison. Pour expliquer ce résultat actuel déjà, sur quoi reviendrait-on à Anderlecht maintenant et quels sont les objectifs à venir dans ces playoffs? L'objectif, c'est d'éviter la 4e place. Même plus qu'aller chercher la 3e, c'est éviter la 4e parce que, comme tu le disais, c'est une semaine de plus et c'est surtout 2 semaines de moins de préparation parce qu'en fait, c'est un tour à jouer plus tôt que la 3e place en Conference League. C'est-à-dire certainement se taper un déplacement en Moldavie, en Albanie, au Kazakhstan. Je ne sais plus exactement où. L'année passée, ils ont été en Albanie. Donc voilà. Puis aux Pays-Bas, c'est moins ennuyant comme déplacement. Mais c'est se fatiguer, c'est-à-dire devoir certainement reprendre plus tôt, peut-être écourter les vacances de certains joueurs. Donc c'est un package qu'il faut vraiment éviter parce qu'on l'a vu avec Gand. Gand était sur les rotules, ici ils ont gagné la finale de coupe. Mais s'ils ne sont pas en play-off 1, c'est aussi parce qu'ils ont commencé très tôt la saison et qu'ils sont arrivés plus fatigués qu'Anderlecht. Ça veut dire aussi avoir un plus gros noyau, donc il coûte plus cher. Donc il y a pas mal de paramètres qui sont très gênants avec la 4e place. Donc Anderlecht visait, je pense, dans un coin de sa tête, avait le titre en ligne de mire, même s'ils savaient qu'ils étaient plus qu'outsiders pour l'avoir. Tu fais gagner le premier match. Il devait gagner le premier match pour ça. Maintenant, je pense que mathématiquement, c'est encore jouable, mais il faudrait un tel concours de circonstances qu'on peut dire que c'est impossible. Avoir la 2e place, c'est encore jouable si l'Union fait un carton plein contre Bruges dans les matchs à venir. Et là, ils pourraient encore en rêver de cette 2e place, mais je pense que s'ils sont 3e, ils seront déjà heureux. C'est une place de mieux que la saison passée. C'est devant l'Inter qui a un plus gros budget qu'eux.
Donc oui, c'est le seul objectif pour le moment d'Anderlecht, c'est faire de bons playoffs, parce que l'année passée, ils n'ont pas gagné un seul match en playoffs. Donc c'est faire de bons playoffs et accrocher cette troisième place. Aller accrocher cette troisième place, c'est pas un mauvais résultat avec ce groupe-là et les noyaux comme Bruges ou l'Union qui surfent pour le moment. Quand on voit toutes les équipes de D1A, c'est la place d'Anderlecht actuellement. Financièrement, je pense que c'est même mieux que ce qu'ils devraient faire si tu prends juste la question d'argent. L'Union fait une saison incroyable, voilà, c'était la surprise du chef. Mais n'oublions pas Genk, Gand pas en play-off 1, le Standard qui est pas en play-off 1. Donc finir troisième en fait de ce championnat ultra serré, c'est pas un si mauvais résultat en soi, même si voilà, le problème c'est on a tous grandi dans les années d'Anderlecht champion tout le temps. Ben oui, on s'est mal habitué en fait à ça du côté des supporters d'Anderlecht. C'est là aussi que je voulais arriver, c'est que on a déjà joué 2 matchs dans ces playoffs. Il y a eu le 3e affrontement entre l'Union et Anderlecht. Et pour le moment, l'Union mène contre Anderlecht 3 victoires pour 0 pour Anderlecht, un 0 sur 9 qui fait un peu tâche. Comment cela se fait-il que Anderlecht n'arrive pas à prendre 2 points contre l'Union pour le moment? En tout cas, la seule chose à dire, c'est qu'Anderlecht a été sans aucune possibilité de gagner dans les 3 matchs. C'est ça qui est frappant en fait. Plus que le résultat, parce que tu peux gagner 3 fois et que ce soit pas spécialement toujours mérité, mais le premier match Anderlecht, une claque. Le retour à l'Union, peut-être pas ultra dominant, mais on sentait l'Union beaucoup plus sereine qu'Anderlecht. Et le dernier match, il y avait une équipe de zombies face à des guerriers. C'est ça qui me frappe le plus, c'est que Anderlecht a été sans... Je ne connais pas les recettes du succès parce que c'est compliqué d'analyser exactement ce que chaque coach a fait à chaque match. Mais ouais, l'Union a été meilleure à chaque match contre Anderlecht. Tu as des matchs qui jouent plus parfois à l'envie et je pense que dans ces matchs-là, en tout cas, l'Union avait le plus envie. En ouverture de championnat, je pense que c'était le 25 juillet 2021, là, quand l'Union va gagner au Parc Astrid le 1-3, on a senti que c'était vraiment dans les tripes qu'il a voulu laisser le victoire. Surtout qu'il restait sur un 0-5. Un 0-5 en Coupe de Belgique. Donc là, ils ont voulu inverser la tendance, ça s'est fait là, et puis après, ils ont surfé sur le résultat et sur tout ce qui se faisait. Sur le premier match, je mettrais quand même un bémol aussi qu'Anderlecht jouait avec une équipe quasi B. Vous vous souvenez, il y avait Kiese-Thelin en pointe, si j'ai bonne mémoire. Donc c'était, ou alors il a joué les matchs début de saison parce qu'il n'y avait que Raman comme attaquant. Maintenant, il y a quand même 2 vrais attaquants. Donc c'est plus ce dernier match en fait qui me frappe dans la différence. Parce que là, tu as 2 équipes qui étaient censées être en forme, qui étaient au complet. Et l'Union était ultra dominante en fait, c'est ça qui m'a... C'est surtout au niveau d'Anderlecht, je trouve que ça pose question, parce qu'Anderlecht avait un match capital qui était la finale de la Coupe de Belgique, qui sont passés à côté, puis un premier match de play-off qui va quand même, qui donne le ton des play-offs que tu vas disputer, ils passent à côté à nouveau, là ils sont sur 1 point sur 6, bon bah forcément la messe est dite, j'ai envie de dire, enfin, plus rien n'est vraiment accessible, si ce n'est comme on dit cette 3e place, mais à l'entame, enfin, si on revient 2 semaines en arrière, on pourrait espérer qu'il joue plus, qu'il joue quelque chose de mieux pendant plus longtemps en tout cas. Non, c'est clair. Mais déjà, le dernier match à Courtrai a montré quand même un certain souci dans la gestion du stress en fait. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette première mi-temps à Courtrai où ils ont joué la peur au ventre, ils ont été archi dominés, ils ont même presque de la chance en fait, d'être en play-off 1, vu le contexte. Je pense que ça a donné ça, plus la défaite en coupe, plus la claque contre l'Union, mais oui, ça a donné un fameux coup au moral. On sent quand même que Anderlecht joue plus avec la peur au ventre. C'est vraiment le syndrome d'une équipe qui doit gagner pour son public, contrairement à l'Union qui, chaque match finalement, c'est exactement ça, c'est du bonus. Et du coup, peut-être que c'est ça aussi qui fait peut-être plus de mal à Anderlecht dans ce derby bruxellois, à qui on leur donne une nouvelle pression que l'Union n'a peut-être pas. L'Union était en tête, donc la pression elle était là. Même s'ils ont beau se cacher derrière leur communication, ils ont la pression. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez. Bien sûr, Matsu il cache bien son jeu. Hein, Oui, mais ça c'est normal, c'est le discours que tout le monde tiendrait. C'est comme ça depuis... petit. On m'a dit que pas vraiment, mais tu es quand même un petit. Enfin, en tout cas, personne ne t'attend là. Bien sûr que tu te défausses de la pression en disant que toi c'est déjà génial. Et ce qui est vrai, c'est déjà génial. Ils perdraient leurs 4 derniers matchs qui restent maintenant. Ce serait une saison géniale, quoi qu'il arrive. C'est sûr. Mais je pense que ce qui fait la différence, c'est le poids du maillot. Le poids du maillot d'Anderlecht n'est pas le même que celui de l'Union. Et je pense que quand on le porte, il faut avoir la prestance et le charisme pour le porter. Et je ne sais pas si tous les joueurs l'ont. Ou le mesurent en tout cas. C'est là que je voulais en venir maintenant aussi, à un 3e volet, le volet des supporters. Puisque comme tu le disais, le club d'Anderlecht, c'est un certain standing et on représente quelque chose pour les supporters. Et à la fois aussi l'Union a montré en montant qu'ils avaient un grand nombre de supporters qui les suivaient, le REDM également, qui a même pu faire sold out récemment pour son match de barrage.
Donc en fait, on se rend compte qu'il y a un grand nombre de personnes qui suivent le football à Bruxelles et ils n'ont pas toujours été gâtés par les résultats. C'est le cas maintenant. Il y a un grand retour des supporters. Jules, toi qui as connu l'Union dans un stade un peu plus vide, est-ce que tu t'attendais à cet engouement populaire, à la fois pour l'Union et ailleurs? Oui et non. Oui, parce que ça fait quand même quelques saisons qu'il y a une petite hype autour de l'Union où aller voir un match à l'Union, je veux dire au printemps, un après-midi quand il fait beau, c'est un truc cool à faire. Et donc C'est comme aller au cinéma après. c'est sympa quoi. Et tu ramènes tes potes qui n'ont jamais vu un match de foot et ils sont contents quand même. Ils viennent et ils boivent une bière et il y a une bonne ambiance, les gens chantent et c'est agréable. Donc c'est pas étonnant. Après, évidemment, les résultats ici de la saison aident. Le fait que tous les matchs à domicile soient à chaque fois quasiment sold out, forcément, si l'Union avait fait une saison plus conforme à ce qu'on aurait pu attendre, genre ventre mou ou deuxième partie de tableau, il n'y aurait pas eu tout ce monde, ça c'est certain. Après, je pense que c'est quand même un des domaines où l'Union doit encore grandir, dans le sens où c'est la véritable fanbase n'est pas si étendue que ça. On le voit dans les matchs à l'extérieur, il n'y a pas tant de monde que ça, quoi. Là, par exemple, dimanche, ils étaient à l'Antwerp, le parkage réservé aux visiteurs n'était pas rempli. C'est quasiment jamais le cas, quoi. Peut-être au Standard, il y a eu beaucoup de monde, c'est je crois la seule exception. Donc ça veut dire quand même qu'il y a de l'engouement, mais c'est neuf, on le sent. Et d'ailleurs, on le sent aussi parfois un peu entre, j'aime pas ce truc, mais les anciens et les nouveaux oui, les nouveaux, les unioniques, ils ne connaissent pas la règle du hors-jeu. Je crois que c'est pas vraiment vrai, il y a effectivement un effet de mode. Mais... C'est ça, parce qu'avant tu parlais, j'avais lu un article que tu avais écrit, tu parlais de Zwans bruxelloise, de Bobo Barbu, eurocrate, dans une atmosphère provinciale. Est-ce que ces anciens, ils représentent ça, et les nouveaux, est-ce qu'ils font aussi partie de cette classe-là? Non, en fait, je pense que l'Union, les supporters de l'Union, ils sont à l'image les communes, parce que je pense que c'est Saint-Gilles et Forêt, les deux, quoi. C'est le nom de Saint-Gilles, c'est le lieu du stade, c'est Forêt. C'est deux communes où il y a un phénomène de gentrification, donc ils sont à la base des communes très populaires. Et sauf que maintenant, ce qui deviennent des communes un peu bobos, ou tu viens de dire un peu bobo. Ou très, c'est comme on l'entend. Et le public de l'Union reflète ça. Mais le public de l'Union, je pense, est très varié à l'image de ces communes. Il y a des populaires, il y a des bobos, il y a des eurocrates parce que c'est sympa. Il y a aussi, et c'est pas à négliger, une belle partie d'anciens supporters d'Anderlecht qui étaient un peu fatigués du côté business, impersonnel du fait de supporter un gros club, qui sont venus à l'Union quand l'Union était encore en Détroit et que c'était une atmosphère plus conviviale, plus proche, et qui sont restés forcément. Je pense que quand on vient à l'Union quelquefois, c'est agréable, on a envie de revenir. C'est vite addictif aussi, je pense. Ouais, c'est addictif, et en plus de ça, il y a cette ambiance bon enfant. Il y a beaucoup de familles qui se déplacent parce qu'on sait que c'est un stade où on se rend en sécurité quoi qu'il arrive. Bon, il y a eu contre les Angles, contre le Berscott, où il y a eu des petites chaufferées. Mais qui n'était pas un problème de l'Union. Voilà, qui n'était pas du tout un problème de l'Union. Puis, là, c'est un stade où, comme on dit, il y a des parents qui se disent, bon, là, je peux emmener mes enfants, alors que tu vas dans un match du Standard ou de Charleroi. Même à Anderlecht. Même à Anderlecht, il peut se passer des choses que tu n'as pas envie de faire voir à tes enfants, et ça ne sera jamais le cas, je pense, à l'Union, ou très peu. Je ne sais pas si vous partagez ça, mais moi j'aimerais bien que ça reste en fait. Je suis impatient de voir l'année prochaine l'Union, je ne le souhaite pas pour l'Union, mais l'Union 7e au classement, et voir un stade plein. Ça me plairait en fait. Là j'aurais l'impression que les gens ont suivi et qu'il y a une vraie hype. Et que dans 3 ans, même si l'Union n'a pas gagné de titre, ne joue pas pour les places européennes, mais que ces gens continuent à remplir le stade Marien toutes les semaines. Ça c'est l'objectif. J'ai pas envie qu'il y ait vraiment des unioniques, j'espère que ce ne sera pas le cas, et que ce seront des gens qui en fait créeront cette fanbase qui n'est pas encore assez présente, et que ce stade sera rempli tout le temps et que ça continuera avec cette culture populaire, cette culture, je veux dire, sympathique aussi. Aussi une culture de prix, parce qu'on parlait du fait qu'Anderlecht, le côté business, un abonnement à l'Union, c'est combien? 150 €? Pour l'année. 150 € pour l'année. Anderlecht, il n'y a rien de 300-400 €. Là, c'était 30 € pour les 3 matchs de play-off. C'est un ticket Anderlecht, ça. Donc voilà, c'est le quart du prix pour un ticket. Et ça, je trouve que ça doit rester comme ça, même si c'est un club racheté par des Anglais qui sont multimillionnaires.
il faut garder cette base populaire et festive à l'Union et remplir ce stade d'année en année. Jules, toi tu disais que peut-être que des supporters avaient fait le mouvement d'Anderlecht à l'Union. Ici, il y a une rumeur souvent qui court à Bruxelles de dire qu'à Anderlecht, il y aurait plus de supporters flamands. Est-ce que c'est une réalité ou c'est un dur cliché pour toi, Romain? C'est une réalité totale. C'est un club qui est devenu aussi plus flamand par son actionnariat et par son management. Van den Noot, il est de Tervuren, et originaire, je pense, de Gand. Peter Verbeek est gantois. Marc Cook est gantois aussi à la base. Voilà, les 3 personnes les plus puissantes du club sont des Flamands. Il y a un renouveau bruxellois dans leur communication, on peut le voir sur les réseaux sociaux, ils vont dans les quartiers bruxellois, ils essayent d'aller chercher les nouvelles communautés bruxelloises qui se moquent un peu du football belge. Ils le disent clairement, ils vont dans les quartiers de Molenbeek, d'Anderlecht, de Jet, etc. pour vraiment essayer d'avoir des nouveaux supporters, parce qu'ils se rendent compte en fait que les vrais Bruxellois, la nouvelle génération bruxelloise dont on fait partie ici autour de la table, a un peu délaissé ce club parce que justement, il faut sortir 500 balles pour son abonnement. Je ne sais pas combien ça coûte en fait d'être supporter d'Anderlecht par an. C'est quoi, ça peut-être 2000 € par personne ou 1500 € par personne. Ça monte très très vite. Et oui, il n'y a pas toujours l'ambiance bon enfant, les matchs sont assez plats. Donc oui, il y a eu un petit départ vers certains bruxellois, parfois vers l'Union, parfois juste vers des clubs étrangers parce que ça ne les amusait plus. Et on est en train d'essayer de regrappiller via notamment l'image de Vincent Kompany, parce que issu des quartiers belgo-congolais. Et donc voilà, ils essayent de créer autour de l'image de Kompany le nouvel Anderlecht, celui de la Bruxelles multiculturelle, comme ça devrait être, parce que pour le moment, c'est un public, il faut être honnête, blanc et flamand. Donc voilà, c'est plus à l'image du Bruxelles actuel en fait. Et il y a cette espèce de contretemps d'Anderlecht qui est en train d'être résorbé, mais qui a tellement grandi que le travail est grand. Et on est aussi obligé de parler de celui du REDM, parce que le REDM, tout à l'heure, je le disais, a réussi à ramener beaucoup de supporters tout au long de la saison, comme l'Union a pu le faire par le passé aussi, malgré le fait d'être en division inférieure. Ici, contre Seraing, ils étaient même sold out à domicile. Qu'est-ce que c'était? Ouais, c'est le seul match. C'est le match qui a été en sold effet. out depuis 2004. Donc, Ouais. pour remplir un stade de 8000 personnes, ils ont quand même dû attendre 18 ans. Après, le stade, il était rempli, il était à moitié rempli toute l'année. C'était 3-4 000 personnes qui venaient au stade. Ce qui est déjà très bien. Ce qui est déjà très bien, hein. Et ça pousse bien, hein, quand le public s'y met. Voilà, je pense qu'il était gâté, entre guillemets, par les résultats. Mais ça a toujours été un public plus dur que l'Union. C'est un public plus ça, de bruit de décoffrage, c'est un public un peu plus agressif. Donc, on parlait justement de pouvoir y aller avec tes enfants, etc. Tu vas moins facilement à REDM, déjà par sa localisation, il faut le dire, il y a quand même toujours cette image de Molenbeek qui freine certaines familles bruxelloises. Et en plus de ces supporters qui sont un peu plus acharnés qu'à l'Union où tu as ce côté bon enfant. Et je pense que ça n'aide pas à remplir le stade. En plus, là, on est vraiment dans le quartier. Il n'y a pas d'espace vert comme on l'a à l'Union, ou même un petit peu autour d'Anderlecht où il y a encore des espaces verts, enfin du Lotopark. Là, on est vraiment dans une zone avec plein d'habitations, des bâtiments, etc., des quartiers. Et forcément, ça donne moins envie d'y aller, en tout cas pour le cadre, ça c'est sûr et certain. Et pourtant, ce stade a un charme fou. Moi, j'adore, par exemple, aller au REDM, je trouve que ça pue l'histoire, ça pue un peu le foot anglais. Je ne sais pas comment. On le ressent directement, c'est quelque chose de particulier. Et on est obligé d'en parler aussi, c'est que historiquement, c'est plus l'Union et le REDM qui forment un derby à eux deux qu'Anderlecht qui apparaît un peu comme l'équipe d'Anderlecht qu'on a toujours essayé d'affronter pour les battre parce qu'ils étaient plus forts. Je sais pas vous, moi j'ai grandi à Bruxelles, donc j'ai grandi avec Bosselmans et Copenhague, avec le Dering et l'Union, donc c'est ça la vraie Zwans, comme Jules l'écrivait. C'était la Zwans, maintenant ça ne l'est plus, maintenant c'est... Ouais, je sais pas, il y a une rivalité qui devient parfois assez mouais. J'ai l'impression, moi j'ai un point de vue très centré sur l'Union, c'est le club que je connais, c'est le club que je suis. J'ai quand même l'impression que cette animosité, cette agressivité, elle vient principalement du côté de Molenbeek. Oui, clairement, ça c'est sûr. Il y a une jalousie certainement aussi. Oui, mais ça forcément. Mais ça, bon voilà, t'es premier, tu vas susciter la jalousie, c'est normal, et dans une certaine mesure, c'est tout à fait compréhensible, mais oui, effectivement, il y a une rivalité qui devient un peu bête, en fait. Qui est née, j'en ai parlé avec Costas, le capot des Union Boys, qui disait que c'était né bêtement sur les réseaux sociaux, des banderoles qui ont été affichées sur les réseaux, qui sont mal passées d'un côté,
Et du coup, c'est là que la guéguerre est née, on va dire. Et c'est tout bête, quoi. C'est né des réseaux sociaux. Et effectivement, il y a une mouvance au REDEM qu'il n'y a pas à l'Union. C'est ce côté, cette culture, on va dire, hooligan, parce que je pense qu'elle est comme ça, hein, elle est telle qu'elle est. Tandis qu'à l'Union, on est plus sur une culture où on tend plutôt vers le côté ultra. Et c'est là qu'il y a ces deux choses différentes. Il y en a un côté qui est vraiment hooligan et l'autre côté qui est plus ultra. Et ça, on le ressent dans la manière de supporter l'équipe, hein, dans les messages qui s'affichent dans le stade. Et ce qui est paradoxal, c'est que Anderlecht Union, enfin Union Anderlecht par exemple, ça reste assez calme, c'est hyper bon enfant, les supporters s'apprécient complètement. J'avais justement des responsables de la Moves Army, donc le COP d'Anderlecht en ligne, qui étaient tristes de ne pas pouvoir aller à plus parce qu'ils considèrent que c'est un match au risque. Ils disent mais non, c'est pas au risque, nous on les aime bien. Les supporters d'Anderlecht sont venus un peu proche du terrain, mais c'était par rapport à leur équipe, parce qu'ils étaient contents, mais jamais par rapport aux gars de l'Union. Et il y a des amicaux tous les ans, RWDM Anderlecht, et c'est super bon enfant aussi. Donc c'est assez paradoxal que l'Union et le RWDM ne s'apprécient pas, parce que Anderlecht, ça se passe très bien avec les autres clubs bruxellois. Après, il y a aussi une dualité, je vais dire, politique, quand même, qu'il ne faut pas passer sous silence. À l'Union, il y a une culture qui est peut-être en passe de se perdre avec les nouveaux supporters, mais de base antifasciste. Et, je dirais qu'à Molenbeek, ce n'est pas le cas du tout, en euphémisant. Et on passe aussi du coup maintenant comme tu le disais, voilà, il y a une déception du REDM. Donc qu'en est-il de l'avenir? Et c'est pareil pour les trois équipes bruxelloises. Le REDM n'a plus rien à jouer, contrairement à l'Union et Anderlecht. Mais on va voir un peu plus large, un peu plus loin. Donc, à commencer par Anderlecht. J'avais lu qu'il y avait un projet 2020-2025 à l'époque, Romain. Qu'en est-il de ce projet 2020-2025? Est-ce qu'il est sur les bons rails? Le projet a été encore rechangé ici en début d'année 2022 avec un bel exposé de Peter Verbeek avec un beau PowerPoint qu'il nous a montré sur en fait, les 4 prochaines saisons du club. En fait, un projet financier qui ne se base pas sur les résultats, parce qu'Anderlecht, pendant toute son histoire, c'est toujours basé sur des résultats. Et donc, il faisait son budget en fonction d'une place européenne. Anderlecht n'a plus ce luxe-là, parce qu'avant, ils étaient quasi sûrs de l'avoir une année sur deux, donc avoir l'argent de la Champions League ou de l'Europa League ou de la Coupe UEFA à l'époque. Et maintenant, ils ne peuvent plus se permettre ça. Donc, c'est un business plan à je veux dire, moyen terme, parce que 4 ans, je vais appeler ça des moyens termes, qui va permettre à Anderlecht d'apurer ses dettes et de pouvoir redevenir un club qui pourra investir. Ici, le club va devoir faire encore attention pendant 4 ans, tout en ayant des résultats corrects, mais sans considérer que les résultats vont impacter le financier. Donc voilà, c'est un petit peu compliqué, mais le but d'Anderlecht est surtout de redevenir un club sain financièrement, mais qui continue à jouer parmi l'élite. Heureusement qu'ils peuvent se baser aussi, ou s'appuyer sur une école des jeunes qui sort des talents, heureusement. C'est ce qu'il disait notamment dans In Youth We Trust, en anglais. On croit dans les plus jeunes. C'est toujours le cas aussi, puisqu'on l'a vu encore dans ces playoffs. Et c'est ceux qui rapportent de l'argent. Les derniers gros transferts, c'est Doku, quasi 30 millions, Sambi, 17 millions. Le prochain à partir, c'est certainement Verskaven. Et il y a des jeunes qui sont en train de monter. Il y a le jeune de Bast. Ici, il y a Arnstadt qui vient de faire ses débuts. Stroikens, dont on attend beaucoup. Kana qui revient un peu. En fait, tous ces jeunes-là doivent, à terme, le nouveau projet, et ça c'est depuis le retour de compagnie, c'est les faire jouer le plus longtemps possible à Anderlecht, les maintenir le plus longtemps possible à Anderlecht, et puis les vendre pour la plus grosse somme possible pour renflouer les caisses. Et ce qui est bien pour eux maintenant, ce qui va se passer, c'est le nouveau projet en DRB. Le fait d'inscrire son équipe U23 en DRB, on l'a vu avec Bruges l'année passée, il y a on va dire la moitié de l'équipe qui joue en DRB l'année passée, des joueurs qui ont été achetés clic-cloc à droite à gauche, aux Pays-Bas, même en Belgique ou même prêtés. Ils se sont fait les dents, ils sont vendus dans la foulée parce qu'ils ont une petite valeur marchande et ce serait une belle vitrine pour eux. Je pense et que puis même pour le développement global, ce sera jouer contre des adultes un match sur 2 plus ou moins. Ça change aussi la donne parce que jouer contre des U21, on sait très bien ce que c'est le championnat U21, c'est parfois les réserves, on fait monter les U19, c'est toujours un melting pot de joueurs. Ici, ce sera des vraies équipes qui voudront être compétitives. Parce qu'Anderlecht aura une équipe U21 l'année prochaine, au même titre que 3 autres équipes en division 1B. Voilà, comme Standard, Genk et Bruges, si je dis pas de bêtises. Standard, c'est pas encore fait. C'est pas encore fait, mais ça va être c'est fait. certain, mais le Standard. Et Jules, pour l'Union, quel est l'objectif à nouveau à court et moyen terme? L'objectif à très court terme, c'est les 2 prochains matchs contre Bruges qui sont capitaux. Ça, c'est évident. Super court terme. 6 sur 6, ils sont champions. Donc, ça, c'est le très court terme. Je pense que la saison prochaine dépendra beaucoup des résultats ici de cette Champions Playoff, comme on l'a déjà vaguement évoqué tout à l'heure. S'ils sont champions et qu'ils ont l'argent de la Champions League et l'attractivité qu'offre la Champions League,
il y aura une possibilité d'avoir une équipe compétitive, de conserver peut-être des joueurs qui partiraient si ce n'est pas le cas. Et sinon, dans tous les cas, c'est une saison extraordinaire et donc il y a la perspective de jouer l'Europe quoi qu'il arrive, en tout cas un tour préliminaire. Et de grandes chances de Champions League quand même. Il y a des grandes chances de Champions League. Après, il y a plusieurs défis à plus long terme pour l'Union. L'idée principale, c'est de se stabiliser en division 1A. C'était l'objectif annoncé quand ils montent en D1A. Personne ne parle de titre, personne n'y croyait, ni même ne l'envisageait. Donc là, l'idée, c'est de stabiliser le club en D1A, peut-être réussir un truc de temps en temps, je ne sais pas, en coupe une fois atteindre les playoffs, que sais-je, on verra. Il y a le stade qui est évidemment le gros point. Le gros chantier, voilà. Ouais, tout à fait. Il y a un nouveau stade qui doit être construit. Voilà. On connaît la difficulté pour construire un stade en Belgique, à Bruxelles d'autant plus. Donc, apparemment, l'Union veut utiliser des fonds propres pour construire ce stade. Donc, on va voir. Il y a de bonnes chances que ça arrive relativement vite. Et c'est une nécessité dans la mesure où le stade actuel ne permet. Il est vraiment trop vieux, quoi. Il n'y a pas moyen d'avoir quelque chose de moderne en termes d'accueil de tout le monde, en fait. La preuve, c'est qu'ils ne joueront pas la Coupe d'Europe dans Voilà. leur stade. Et ça, c'est dommage parce que, honnêtement, je pense que tous ici, l'hymne de la Ligue des Champions au stade Marien, ça aurait été génial, bien sûr. incroyable. Et pour faire un parallèle avec Anderlecht, un des gros chantiers aussi, c'est l'école des jeunes de l'Union, qui là est catastrophique. J'ai vu récemment passer une stat, l'Union est dernière en termes de temps de jeu offert à ses joueurs formés au sein de son club. Il y en a eu un, Ziani, qui a joué quelques minutes, voilà, c'est tout. Qui vient d'Anderlecht. Oui, c'est un investissement énorme. Un centre de formation, NRP, c'était 10 millions il y a quoi, 15 ans, un truc comme ça, ou une bonne dizaine d'années. Et ici, ils continuent à travailler dans NRP, ils vont peut-être faire une nouvelle antenne de NRP. C'est beaucoup d'argent à mettre à la base, et ça met du temps en fait, à rapporter de l'argent. Non, c'est comme sûr. si vous placiez de l'argent sur un compte épargne, et vous devez attendre 10 ans pour que ça rapporte. C'est difficile à encaisser au début, quoi. Et à nouveau, on parle de Bruxelles, il y a un potentiel aussi chez les jeunes à Bruxelles qui ne doivent pas aller aux quatre coins de la Belgique, ils peuvent rester au sein de leur région. Anderlecht travaille comme ça. Ils ont des gars ils ont 2 ou 3 scouts qui ne font que les quartiers de Bruxelles, les petits clubs bruxellois pour les attraper le plus vite possible et pas les mettre sous contrat, mais les affilier à Anderlecht pour les faire grandir dans le moule anderlechtois. C'est pas spécialement toujours réglo, mais voilà, c'est la tactique. Non, mais pour ça, s'il y a bien un domaine dans lequel il n'y a aucune discussion, c'est sur le fait que chez les jeunes, Anderlecht domine largement le foot bruxellois, voire national, mais bruxellois certainement. Ça, il n'y a pas photo, quoi. Et c'était aussi un des projets de Thierry Dailly, président du REDM, c'est-à-dire de faire du REDM aussi un centre de formation pour les jeunes. Il veut faire revivre le quartier à sa façon. Alors, c'est pas vraiment de Thierry, mais plutôt de John Textor, le nouvel investisseur, qui avait annoncé lors de son entrée en fonction de vouloir déjà rénover plusieurs choses au niveau des infrastructures, donc que ce soit le stade qui est tout doucement en fin de vie, on va dire, les pelouses, ou la pelouse même du stade qui est catastrophique. D'ailleurs, je l'ai eu au téléphone ce matin, il me disait que les travaux commençaient aujourd'hui, il voulait mettre une pelouse hybride pour l'année prochaine avec un chauffage en dessous pour anticiper la montée en DA. Malheureusement, ce n'est que partie remise. Et effectivement, développer le pôle des jeunes qui n'est pas mauvais. Malheureusement, comme ça se passe à l'Union ou à REDM ou dans d'autres clubs comme ça qui tournent autour des clubs du top, c'est que les plus grands talents sont chippés tout simplement. Notamment par Anderlecht. Par Anderlecht, par Gand qui met beaucoup d'argent aussi chez les jeunes. Donc oui, il y a cette volonté de faire un nouveau centre de formation. Après, je pense que ça va venir après les infrastructures, c'est-à-dire le stade, la pelouse et le mercato où il y aura quand même pas mal de changements. Parce que pour finir, voilà, j'allais dire aussi, un des derniers objectifs, c'est peut-être de retrouver ces trois clubs ensemble en Division 1. L'objectif annoncé du REDM l'année prochaine. Ouais, exactement. C'était tout frais de ce matin. Effectivement, il m'a dit, Thierry Dailly m'a dit, nous, on veut faire mieux que cette année. Donc, il m'a dit, faire mieux, donc c'est-à-dire la montée. On va se donner les moyens de. Donc, on sait via le coach ou via même le président qu'une enveloppe transfert plus conséquente sera consacrée à ce mercato aussi, tout en se basant sur l'ossature actuelle. Il a pris même pour exemple l'Union qui avait réalisé l'année passée un petit mercato en conservant ses meilleurs joueurs, mais en consolidant autour. Et c'est ce qu'il veut parvenir à faire
cette année-ci pour l'année prochaine monter. Merci beaucoup. On touche à la fin du podcast, maintenant qu'on a pu traverser un peu tous les pans de ce sujet du football bruxellois. On va vous dire au revoir sur ces notes-là. Donc au revoir Romain, au revoir Sébastien et au revoir Jules. Ciao. Ouais. À bientôt.